mois de janvier 2024 est marqué par la CAN. Alors, comment vous dire? Je vais pas vous faire un historique de la compétition parce que j'ai pas fait de recherche dans ce sens-là et c'est pas un sujet que je maîtrise. Puis encore, ce serait comme l'Euro, bon, tous les 4 ans tu pourras arriver à situer les grandes éditions, mais bon, je crois que c'est la 34e édition, que les pays où il y a avec le plus de vainqueurs, ça doit être l'Égypte en premier et en deuxième le Cameroun, qui ont gagné 7 et 5 ou 7 et 4, je suis pas sûr. Mais ce que j'ai envie de parler, c'est des réflexions plus générales sur le foot africain, parce que on a beau dire, on a beau faire, l'état du foot africain est un bon miroir de ce qui va et ce qui ne va pas en Afrique. Alors déjà, point numéro 1, j'ai beaucoup aimé, parce que le moment où je sors cette vidéo, c'est le lundi 14 janvier, c'est l'ambiance. La veille de la CAN, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se préparer. Il y a de l'électricité dans l'air. Même le Togo qui participe à la CAN, parce qu'ils se sont lavé le cul tout le temps en foot, il y a une ambiance. Les ventes de décodeurs, les trucs de boissons, les réductions sur les boissons et tout. Tu sens que ça va être une fête. Et c'est ça que j'aime énormément. Avec la CAN, c'est vraiment une fête. Et c'est vraiment une image de cette Afrique joyeuse, communautaire, qui partage. Et ça, c'est très beau, très intéressant. Après, malheureusement, la CAN montre aussi les défauts du continent. J'ai un gros souci d'organisation. Non, mais on est en 2024 et la CAN s'appelle CAN 2023 parce que elle aurait dû être organisée en 2023. Enfin, elle a été faite en 2024. Normalement, la compétition est tous les 2 ans. Donc, techniquement parlant, on aurait dû avoir une édition en 2016. Alors, non, on a eu une édition en 2015. Enfin, tu vois, tous ces petits détails qui font que... Voilà, quoi, t'as tous les trucs marqués CAN 2023 alors qu'on est en 2024. Ça fait un peu mal au cul, tu vois. Et là, tu fais... Autre élément c'est le problème des stades. Ils ont des très jolis stades. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai été impressionné, la cérémonie d'ouverture était très belle. J'ai été très impressionné par tout ça. Après, il y a un problème. On fait quoi de ces stades après la compète? Et puis bon, c'est bien d'avoir des stades dites aux normes internationales avec des pistes d'athlétisme, donc on augmente la chance de les recycler. Mais bon, quand tu connais la misère, le stade Ouattara est très beau, hein. Le stade Ouattara, ça me fume. Le mec est même pas mort. Quoique je l'ai vu à la cérémonie, il a l'air de pas péter le feu, votre gars. Hein. Ouais. Ça fatigue hein, d'être au service de la France. Hein. Oups. Et on met un stade à son nom. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu sais qu'à Abidjan, c'est une des villes les plus chères d'Afrique de l'Ouest, où les gens ils mangent de l'eau littéralement parce que ça coûte trop cher pour se loger, avoir des putains de stades comme ça, putain, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Faudrait peut-être faire des stades plus petits, organisés sur plusieurs pays pour éviter gabalgie, parce que bon, c'est bien d'organiser la fête du football, mais bon, toujours cette bonne vieille justice sociale. D'autres éléments de réflexion. L'énorme problème du foot africain, c'est que beaucoup de ces stars ne jouent pas sur le continent. Comme l'Amérique, l'Asie, il n'y a que l'Europe qui a ses champions qui jouent sur son continent. Et ça vient du fait que pendant de nombreuses années, il y a eu des soucis pour organiser des championnats locaux. L'arrivée de Eto'o à la tête de la Fédération de Cameroun, par exemple, a beaucoup aidé. Parce qu'à un moment, ils ont fait un tirage au sort pour savoir qui c'est qui allait en Ligue des Champions dite locale. Donc ouais, vraiment, c'est bien d'organiser une compétition continentale, mais il va falloir vraiment booster, va falloir vraiment booster les championnats locaux. Avec une vraie structuration, première division avec les meilleurs clubs, une deuxième division, puis après, bon, peut-être pas une D3, une D4 comme en France, mais des championnats régionaux. Il faut savoir, des championnats locaux va imposer un entretien des stades. Tu vois la France, par exemple, elle a eu aucun souci pour accueillir l'Euro de 84, parce que putain, elle avait quand même Saint-Etienne, Marseille, le PSG, Lille, Bordeaux, voilà, t'as des stades quoi. Et pareil en 2016, pareil en 98, si on veut organiser un événement, on a nos stades de nos championnats nationaux et ça fait très bien le café.
presse, ça va être une très belle canne. Très difficile de dire qui va gagner. On serait tenté de dire la Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'ils vont pas craquer psychologiquement? Cameroun, bon bah dans l'expectative, ils sont dans la même situation que 2017, ils ont gagné. Est-ce qu'ils vont se faire la vaincue? J'aurais très mal pour le Cameroun parce que bon, il y a tous leurs chanteurs qui ont fait des chansons, on va gagner, si c'est pour aller se faire laver le fiac. Le Maroc est toujours attendu parce que bon, bah, demi-finaliste de Coupe du Monde, si au moins je fais pas demi-finale sur le continent, ça pose des questions. Mais bon, tu peux être champion du monde, tu peux faire un très bon mondial et te faire la vécu en compétition régionale, coucou la France en 2021. Donc voilà. Donc bah voilà. Un peu dans l'expectative. Pour moi ça va être difficile de suivre la CAN parce que bon, à la maison je sais pas ce que je veux à la télé. Donc faut que j'attende qu'ils dorment pour me taper les journaux, puis autrement je me suis sur internet. Donc voilà. Mais bon, espérons quand même que ce soit une belle fête et que, encore une fois, l'Afrique se montre sur son meilleur visage. C'est ce qu'il y a de plus important pour faire fermer certaines gueules un peu inélégantes. Le Trumpisme. Alors, en 2016, l'élection de Donald Trump a surpris énormément de monde. Énormément de monde. Mais ce n'est pas si surprenant que ça. Le Trumpisme est un syndrome normal dans les Amériques. Pourquoi? Parce que l'élection de Trump est permise par la fragmentation de l'État américain. Beaucoup de théories sont les États désunis. Pourquoi? Parce que Trump parle à la frange majoritaire de la population américaine. Vous voyez que les États-Unis, t'as un pays, t'as les côtes, New York, Los Angeles, Philadelphie, qui sont progressistes, démocrates par nature, qui veulent que les États-Unis aient un rôle mondial. Ils travaillent beaucoup dans le tertiaire, voilà. Et tu as une frange des États-Unis, le centre, qui est isolationniste, position des États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire nous n'intervenons pas dans des conflits. Nous nous concentrons sur notre puissance avant de concentrer sur la puissance des autres. Et qui travaille dans le secondaire et le primaire. C'est cet États-Unis-là qui a été saigné à blanc par les administrations Bush père et fils, Clinton, Obama et Biden. Parce que ces administrations-là étaient mondialistes, c'est-à-dire qu'elles ont envoyé les gars du centre des États-Unis, c'est-à-dire le Minnesota et tout ça, se faire trouer le cul en Afghanistan et en Irak. Elles ont délocalisé, elles les ont dévirilisés par les idéologies progressistes. Elle les a dit que c'était des pecnos, des moins que rien. Et donc, il y a un rejet de cet États-Unis-là, c'était des États-Unis des côtes, au centre des États-Unis. Et Trump surfe dessus. America first. On va arrêter de faire des guerres, on va relocaliser les États-Unis. Le mec du Minnesota qui a vu ses deux fils marcher sur des mines à Mossoul et qui a vu son usine fermée pour aller s'ouvrir à Taïwan, une connerie dans le genre, ça lui parle. Et qu'est-ce qu'on a fait face à cette désunion, face à cette détresse? On l'a insulté, on l'a moqué. Le mec du Minnesota passe pour un arriéré aux yeux des New-Yorkais et de Los Angeles. C'est pour ça que Trump a encore cette popularité. C'est pour ça que Trump, malgré les affaires, il est populaire. Et si il peut se présenter en 2024, il gagnera les élections impérativement. Eh oui. Eh oui. Bah oui. Parce que voilà. Et c'est aussi l'histoire de la fragmentation des États-Unis. Mais cette idée d'avoir deux États-Unis en un a toujours existé. À l'époque, c'était les États du Nord et les États du Sud. Les États du Sud qui étaient plus pour un modèle old school, esclavagiste, élevage, et les États du Nord qui étaient plus pour un modèle industriel. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est progressiste contre non-progressistes. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont fatigués. Les États-Unis sont fatigués. Hein? D'aller faire des guerres à gauche, à droite, ça détruit des générations entières.
On a des familles, les arrière-grands-pères ont vécu la guerre de Corée, les grands-pères ont vécu la guerre du Vietnam, et les petits-fils ont fait l'Irak et l'Afghanistan. Pourquoi à la fin? Pour qu'à la fin ils aient même pas de travail? Pour qu'à la fin les usines soient délocalisées? Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi comme ça? Tu vends du rêve? Des générations entières traumatisées pour des guerres qu'on n'en a rien à foutre? Pour à la fin délocaliser comme des connards? C'est pas comme ça que les gens pensent et fonctionnent. Ah, c'est clair, ceux de New York, ceux de Los Angeles qui donnent des ordres sur les plateaux télé et tout ça, qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie. C'est bien beau de parler d'État 20 en guerre. Vous avez jamais tenu une arme, mais vous savez même pas le bruit que ça fait d'une balle qui explose. Ah, c'est tellement simple d'envoyer les boys faire des guerres, puis des guerres sales. Hein. La guerre en Irak, c'est une guerre basée sur un mensonge qui a entraîné d'autres guerres. Hein. Ah non, c'est sale. Donc Trump, ouais, sort dessus. Ouais, peut-être qu'il est démago. Ouais, peut-être que c'est un connard. Mais c'est leur connard.